aussi pour qu'on puisse, voilà, pour savoir quoi je vais m'en dire. Donc je vais vous parler de qu'est-ce qu'une œuvre d'art. Je vais faire mon intervention avec des œuvres d'art visuel, des œuvres qu'en général on trouve dans les musées, et dans les galeries et dans les centres d'art, mais j'aurais pu faire ça avec de la musique, parce que première chose que je veux indiquer, c'est qu'il y a des tas de formes d'art extrêmement différentes, et les œuvres d'art à l'intérieur de chaque forme d'art sont tout à fait différentes. Par exemple, j'avais pensé, si j'avais commencé avec de la musique, j'aurais commencé avec un exemple qui vous aurait tout de suite posé des problèmes. C'était une musique électronique, électroacoustique d'un grand compositeur français, considéré comme un compositeur classique. C'est pas un compositeur de musique techno, qui s'appelle Pierre Henry, et qui a utilisé toute sa vie des sons bricolés sur magnétophone, des sons stéréosynthétiseurs, et qu'est-ce que c'est que ce bruit-là? C'est moi qui fais ça? Oui. Ah oui, peut-être que je ne suis pas au bon endroit. Voilà. Et vous voyez, je faisais une œuvre électroacoustique, là. Et il a fait notamment une œuvre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Variation pour une porte et un soupir, et c'est des grincements de porte. Vous voyez? Vous auriez entendu d'abord des grincements de porte, et la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que des grincements de porte peuvent devenir une œuvre d'art? On aurait été tout de suite dans le vif du sujet. Bon, mais là je vais procéder avec des œuvres d'art visuel, parce que c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire, et je commencerai d'abord par des distinctions qui n'ont pas à voir avec l'œuvre d'art, mais qui sont très importantes si on veut réfléchir à l'art. Il faut voir que les artistes ont une forme d'activité qui est d'abord une pratique. Beaucoup d'artistes, mais ça peut être le cas de chacun d'entre nous, beaucoup d'artistes font de l'art d'abord juste pour le plaisir ou à cause de la nécessité d'en faire. C'est ce que j'appelle l'activité poïétique. Le mot poésie vient du verbe grec poiein, qui veut dire faire, produire. Et effectivement, dans toute activité artistique, qu'elle soit une activité professionnelle ou une activité amateur, il y a une dimension poïétique. Quelqu'un qui fait de la peinture du dimanche, c'est pas forcément un grand artiste, en général c'est pas du tout un grand artiste, mais il a cette activité poïétique. Et pensez que dans l'approche que vous faites de l'art, il faut toujours réfléchir à la dimension poïétique, faire et avoir le plaisir de faire, avoir le plaisir, si vous jouez de la musique en amateur, si vous peignez le dimanche, si vous dansez, si vous faites de la danse, vous êtes dans cet aspect poïétique. Bon, un deuxième aspect de l'activité artistique, c'est gagner sa vie, l'aspect économique, et là, je dirais que dans les sociétés, il y a des aspects extrêmement différents. Parce qu'il y a des sociétés où être un artiste, c'est pas une activité économique qu'on rémunère avec de l'argent, mais ça fait partie des fonctions, des fonctions normales à l'intérieur du groupe qui sont assumées par des gens qui sont spécialisés. Ça ferait plutôt penser, si vous voulez, au rôle des activités artistiques, je dirais semi-amateurs, semi-professionnels, les fanfares par exemple encore aujourd'hui, les groupes théâtraux amateurs, le groupe théâtral amateur, c'est accepté à l'intérieur du groupe, c'est financé un petit peu par exemple par la municipalité, mais c'est pas réellement une activité marchande. Mais enfin, les artistes il y a toujours un aspect économique à leur activité. Et puis, les artistes produisent des œuvres où ils produisent des effets artistiques. C'est l'élément, je dirais, de l'activité artistique proprement dite, ou de l'activité esthétique. Je dis produisent des œuvres ou des effets artistiques parce que si je vous parle des œuvres d'art, les œuvres d'art ne couvrent qu'un aspect de l'art. C'est l'aspect, je dirais, extrêmement visible, l'aspect sur lequel on concentrera l'attention. Mais il y a des effets artistiques dans notre vie et dans l'environnement social, il y a des effets artistiques auxquels on ne fait pas attention,
qui sont extrêmement importants et qui ne relèvent pas des œuvres d'art, ou qui relèvent des œuvres d'art d'une manière extrêmement détournée. D'une distinction qu'on fait pas souvent, alors qu'elle est tout le temps présente dans notre vie. Je vous donne quelques exemples. Œuvre d'art à laquelle vous faites attention, vous aurez une symphonie, par exemple, une symphonie ou un opéra. Vous allez aller dans une salle de concert où vous allez acheter un CD et vous allez l'écouter. Vous allez écouter votre symphonie ou votre opéra. Mais vous avez des effets artistiques sonores auxquels vous ne ferez pas attention. Aujourd'hui, ça a beaucoup d'importance. C'est ce qu'on appelle le design sonore des environnements. Vous allez dans un grand magasin, par exemple, et vous allez entendre une musique d'ambiance. C'est de la décoration, ça relève de l'art et c'est pas de l'œuvre d'art. Vous allez aller dans les gares de la SNCF, probablement pas celle de Thiers, j'y suis arrivé hier soir, mais les grandes gares ont un design sonore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des spécialistes qui vont fabriquer un environnement sonore spécial pour ces arts, au même titre qu'on y mettra des plantes vertes ou qu'on va peindre les murs de telle ou telle couleur. Donc ça, c'est tout un aspect des phénomènes artistiques auxquels on ne fait pas attention. Et d'ailleurs, il y a un grand historien de l'art, il y a quelques années, qui s'appelait Gombrich, qui a consacré un livre entier à l'art auquel on ne fait pas attention. Et il traitait à ce moment-là de l'art décoratif. Tout ce qui est décoratif dans notre environnement, ce ne sont pas des œuvres d'art, et néanmoins c'est essentiel à notre activité artistique et à notre perception esthétique. Donc moi je vais parler que d'une moitié en quelque sorte de ça, c'est-à-dire de l'œuvre d'art, c'est-à-dire les effets artistiques auxquels on fait attention. Alors, toujours dans remarques préliminaires, ce qu'il faut voir, c'est que les œuvres d'art, elles sont extrêmement différentes, parce qu'il y a beaucoup d'arts différents, et que les arts varient aussi avec les cultures. Donc vous avez des peintures, je vous montrerai surtout des peintures, ou des œuvres d'art plastique, ce qu'on appelle, mais les romans sont des œuvres d'art, les poèmes, les monuments sont des œuvres d'art, les danses sont des œuvres d'art. Le problème, c'est que ce n'est pas des œuvres d'art qui vont être aussi stables et aussi immortelles qu'une peinture qu'on va conserver religieusement dans un musée. Mais les danses, on peut les conserver. Je vais en parler un peu plus tout à l'heure. On peut les conserver. Alors, ces objets, c'est le point sur lequel je veux insister, ont des types de réalités différentes. Nous autres philosophes, on appelle ça des réalités, des natures ontologiques. Le mode d'être, leur réalité, leur mode d'existence est tout à fait différent. C'est-à-dire que certaines des œuvres d'art sont absolument uniques. Donc je donne comme exemple une peinture. Une peinture, normalement, est unique. On peut faire des copies, on peut faire des faux, mais l'original, c'est seul l'original qui compte et elle est unique. Une construction, normalement, elle est unique aussi, sauf si vous en faites une réplique, ou sauf si vous la reconstruisez. Il vient d'y avoir, vous avez peut-être vu ça aux actualités, il vient d'avoir une très grande incendie à Pékin de ce qu'on appelait un hôtel. En fait, c'était un très grand monument architectural de l'architecte hollandais Rem Koolhaas, qui avait été construit à l'occasion des Jeux Olympiques, et on va vraisemblablement le reconstruire, s'il est crédible, mais ça sera à la fois le même et pas le même. Mais un monument est quelque chose d'unique, et bien sûr une danse aussi est quelque chose d'unique. Au moment où ça a été dansé, ça a été unique. Et d'ailleurs, ça pose le problème. Certains danseurs, certains chorégraphes, par exemple, considèrent que leur œuvre est tellement unique qu'elle ne doit pas être reproduite. Donc, ils refusent qu'il existe vous savez pas, il existe des techniques de notation des chorégraphies depuis la fin du XIXe siècle. On peut noter une chorégraphie, les pas qui sont faits, leur déroulement, leur succession, et du coup on peut reprendre une chorégraphie. Récemment, on a repris à l'Opéra de Paris Raymonda, qui est un ballet du XIXe siècle de Glazunov. On l'a repris dans la chorégraphie de Rudolf Nureyev, qui est mort il y a plusieurs dizaines d'années.
parce qu'il y avait une notation de la chorégraphie, donc on pouvait la reproduire. Mais il y a des chorégraphes qui refusent, par exemple, qu'on note leur ballet, parce qu'ils considèrent que ce sont des œuvres absolument uniques et qu'elles ne doivent pas être, reproduites. On ne peut pas les redanser. Il faudra imaginer autre chose, mais on ne peut pas les redanser. Donc la nature des œuvres d'art est extrêmement différente, si vous voulez. Donc certaines sont absolument uniques, je reprends, d'autres sont reproductibles. C'est une grande distinction qu'on a en esthétique, moyennant une exécution ou une interprétation. C'est ce qui se passe en musique. Vous avez la partition d'une symphonie, vous avez la partition d'un choral de Bach, et puis vous pouvez la rejouer. Vous la rejouerez plus ou moins de la même manière. Quelquefois, les variations sont importantes selon les interprètes, mais vous la rejouerez plus ou moins différemment, mais ça sera la même symphonie. Chaque fois qu'on joue la 9e symphonie de l'Ode de la joie de la 9e symphonie de Beethoven, c'est une interprétation de l'œuvre de Beethoven. Donc c'est des œuvres qui sont reproductibles. Une symphonie, une pièce de théâtre, on peut rejouer l'Avare de Molière, on peut rejouer l'École des femmes, on peut rejouer Phèdre de Racine, etc., etc. Et puis, ça c'est une chose qui est arrivée récemment à cause des technologies contemporaines, disons à cause, en gros c'est depuis le début du 19e siècle, et puis ça a pris une dimension alors exceptionnelle maintenant que vous connaissez tous très bien, c'est que d'autres œuvres sont indéfiniment reproductibles. Immédiatement et indéfiniment reproductibles. Il ne s'agit pas d'en donner une interprétation, mais on peut les reproduire indéfiniment grâce aux moyens de reproduction. Alors ça a commencé au début du 19e siècle. Au début, c'était un peu le cas avec la gravure, mais la gravure, déjà, les gravures, c'était pas si facile que ça, parce qu'une fois qu'on avait gravé une œuvre et puis qu'on l'avait tirée, au bout d'une vingtaine ou d'une trentaine d'exemplaires, c'était plus du tout reproductible. C'est-à-dire que la gravure était épuisée par le fait même que la technique de l'impression. Mais à partir du début du 19e siècle, vers les années 1820, on a inventé la technique de la lithographie, et c'est ça qui donnera naissance à la publicité, entre parenthèses. La publicité naît de la possibilité de reproduire indéfiniment certains objets. Eh bien, on a eu la lithographie, on a eu ensuite toutes les techniques de la photographie, et puis aujourd'hui, la grande mutation, ce qui fait que les œuvres sont indéfiniment reproductibles, c'est le fait que les œuvres sont devenues numérisables. Et comme elles sont numérisables, elles sont indéfiniment reproductibles. Alors c'est le cas d'un livre, y compris sous la forme maintenant du livre électronique. C'est le cas d'une pièce de musique transmise sur fichier numérique. Tout ce que vous téléchargez, c'est indéfiniment reproductible, sauf si on met des verrouillages. Mais les verrouillages empêchent, disons, la reproduction. Ils ne l'empêchent pas, je dirais, technologiquement, ils l'empêchent légalement. Et tout ce qui est en fichier numérique est indéfiniment reproductible, peut être diffusé indéfiniment. Et ça, ça produit une différence considérable dans les œuvres d'art. C'est-à-dire que pendant très longtemps, quand on faisait une œuvre d'art, elle était unique. À la limite, ce qu'on pouvait faire, c'était faire des gravures. Pensez que les gens qui ont vécu il y a 2 siècles, je dirais même jusqu'aux années 1860, s'ils ne voyaient pas une peinture pour de bon, s'ils n'allaient pas au musée du Louvre, ils ne pouvaient voir que des reproductions noir et blanc en gravure. Et le jour où ils voyaient la peinture pour de bon, ils étaient complètement sidérés, parce qu'ils l'avaient vraiment jamais vue. Ce qui s'est passé petit à petit, c'est que les œuvres d'art sont devenues reproductibles, communicables, on peut les transmettre partout, avec des mauvaises conditions, d'ailleurs, souvent avec des mauvaises conditions, et qu'aujourd'hui, ça atteint des dimensions absolument, je dirais, fabuleuses de reproductibilité. Tout est reproductible à partir du moment où ça a été numérisé. Donc, ça, c'est une différence extrêmement importante pour comprendre ce que c'est qu'une œuvre d'art. Alors, maintenant, je suis obligé on dit que tout est reproductible, mais quand j'ai transféré ma présentation PowerPoint de mon ordinateur sur ma clé USB, il y a un certain nombre de diapositives qui ont sauté. Donc je les ai plus, mais je les ai par ailleurs, donc je vais vous les trouver.
Donc je vais faire mon analyse rapidement maintenant sur qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art, je dirais, du point de vue historique. Qu'est-ce qu'on accepte comme œuvre d'art? Et je réfléchirai d'abord sur un élément fondamental, c'est une chose, disons ce que je vais vous argumenter maintenant, c'est qu'une chose est une œuvre d'art si on l'accepte comme œuvre d'art dans un milieu déterminé, c'est-à-dire le milieu de ceux qui s'y intéressent et de ceux qu'on considère compétents pour décider si c'est une œuvre d'art ou pas. Une œuvre d'art, ce n'est pas une œuvre d'art en soi. Il faut qu'il y ait certaines conditions d'acceptation qui sont remplies par le groupe social, et à partir de là, on va accepter ça comme œuvre d'art ou on ne va pas l'accepter. Alors, je vais vous montrer successivement quelques peintures, et chaque fois en vous disant, au moment où elle a été faite, cette peinture, elle était acceptée. Pour nous, c'est une œuvre d'art. Elle est dans le musée, mais au moment où elle a été faite, elle était acceptable aussi. Mais l'image que je vous présenterai qui suivra, pour les gens qui étaient à l'étape antérieure, c'était pas une œuvre d'art, ça pouvait pas être accepté. Et puis l'image suivante, encore moins. Et puis etc. Et je vais vous montrer ça. Alors, il faut que je change de... Vous m'excuserez, il faut que je change d'image, parce qu'il se trouve que j'ai ma collection d'images, une partie de ma collection d'images avec moi, et donc je vais vous montrer. Il se trouve que je viens de faire un voyage aux États-Unis et que j'ai fait ma propre documentation. Donc voilà, je vous montre ici c'est une peinture du XVIe siècle. 15e, 16e, c'est Giorgione, c'est l'adoration des bergers. Bon, à l'époque, cette époque-là, vous ne pouvez pas faire accepter un nu comme une œuvre d'art. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire tellement accepter une scène profane, comme on dit, comme une œuvre d'art. L'art était fondamentalement religieux, ou bien, éventuellement, il est destiné à représenter les gens importants. C'est l'équivalent des photos aujourd'hui. Par exemple, quand il va y avoir un mariage entre deux personnes de la noblesse, on fait faire les portraits pour que les gens sachent avec qui on va les marier, tout simplement. Donc c'est une fonction de représentation purement et simplement. Mais là, à l'époque de Giorgione, par exemple, à l'époque de la peinture vénitienne de Giorgione, vous voyez, c'est Giorgione, c'est XVIe siècle, ça a été peint en 1505-1510, au tout début, 1478-1510. La peinture, elle peut être que religieuse. Et le milieu qui définit les œuvres d'art, c'est d'une part les artistes, et puis d'autre part les commanditaires, ceux qui commandent les tableaux pour les acheter. Le grand public n'a rien à dire. À l'époque, le grand public n'existe pas. Le grand public à l'époque n'existe pas. Ce qui existe, c'est les commanditaires. Ça, c'est vraisemblable. C'est une peinture religieuse qui a été acceptée par, je pense, qui a été commandée par un noble pour la dévotion personnelle et probablement aussi pour des raisons de collection. Mais c'est pas destiné au grand public du tout. Je veux dire, et c'est pas destiné au musée. À l'époque, il n'y a pas de musée. Il y a des gens qui ont plus ou moins des collections, mais il n'y a pas de musée. Voilà. Ça c'est. Donc je vais vous montrer ensuite une autre peinture qui est totalement inacceptable pour les gens du XVIe siècle. Ça n'a aucun sens cette peinture-là pour les gens du XVIe siècle. Attendez que je l'attrape. Voilà. C'est le bal masqué à l'opéra de Édouard Manet, qui est une peinture de 1870. Alors ça, c'est une scène, en réalité, c'est une scène de semi-prostitution. Pour nous, maintenant, c'est un chef-d'œuvre. C'est à la National Gallery de Washington. Pour nous, c'est un chef-d'œuvre, parce que le bal masqué de l'opéra, c'était le bal où les danseuses et les figurantes de l'opéra allaient plus ou moins vendre leur charme aux hommes riches que vous voyez là. C'était des scènes de drague en fait. C'était des scènes de drague mondaine. C'est un chef-d'œuvre de l'art des années 1850-1870, mais pour quelqu'un du XVIe siècle, c'est inconcevable. La peinture ne peut pas avoir ce genre de sujet, donc ça ne peut pas être une œuvre d'art. Les gens qui auraient quelqu'un du XVIe siècle qui aurait trouvé ça n'aurait littéralement pas pu voir de quoi il s'agissait. Il aurait dit c'est une drôle d'image,
et puis il aurait trouvé ça extrêmement satanique, et il n'aurait pas du tout aidé. Voilà, je vais vous montrer une autre œuvre d'art maintenant, postérieure encore, alors là qui n'aurait pas été acceptée à l'époque de Manet, en 1870, vous allez voir ça. En 1870, c'est inacceptable pour les gens de... Alors, je vous montre une chose qui est inacceptable. Ça sera après que je la trouve. Vous voyez la diversité de tout ce qu'on peut trouver. Je vais vous montrer une peinture qu'on appelle une peinture monochrome. Une peinture monochrome, c'est-à-dire c'est fait juste avec une seule couleur. Et voilà, je vais vous montrer cette peinture monochrome. C'est une petite peinture de 1961 d'un Américain qui était beaucoup collectionné par le producteur de cinéma Claude Berry. Claude Berry, qui vient de mourir, avait une magnifique collection de peintures de Robert Reimann. Et Robert Reimann a peint que des monochromes blancs. C'est-à-dire, c'est pas grand, hein, cette peinture, elle a cette taille à peu près. C'est peint juste avec du blanc. Bon. Pour être interprété comme œuvre d'art, il faut, je dirais, accepter plein de choses dont je vais vous parler, mais il est évident que pour quelqu'un du XVIe siècle ou pour quelqu'un du XIXe siècle, ça n'a aucun sens. Ça ne peut pas être une œuvre d'art, ça peut être c'est un truc bizarre, on ne sait pas ce que c'est. Hein. Et puis, dernier exemple, et ensuite je reprendrai mon PowerPoint, dernier exemple d'une œuvre d'art cette fois-ci tout à fait contemporaine. Je pense que Reimann n'accepterait pas du tout, n'y verrait pas du tout une œuvre d'art. Les gens qui sont très modernes trouvent ça absolument scandaleux, non pas à cause du sujet, mais tout simplement à cause de tellement c'est. Ça, c'est une sculpture, c'est énorme. Hein. C'est des sculptures énormes. Il toucherait presque le plafond là. Hein. C'est de Ron Muck. Ron Muck, c'est un artiste d'origine néo-zélandaise ou australienne. Très contemporain, c'est un type jeune, hein, Ron Muck. Attendez, je crois que j'ai la. Voilà. Il est australien, c'est une sculpture de l'année 2000. Hein. Voilà. Je l'ai photographié là, toujours à la National Gallery de Washington. Bon, bah ça, même pour Reimann, ça ne serait pas de l'art. Hein. Il faut qu'il y ait des conditions d'acceptation d'une œuvre comme une œuvre d'art à un moment donné. De la même manière, encore une fois, que mes variations pour une porte et un soupir, avant qu'existe la musique électroacoustique, à l'époque de Bach, variations pour une porte et un soupir, ça ne pouvait pas avoir beaucoup de sens. Alors je reviens maintenant je vais vous proposer un cadre d'analyse je reviens à mon diaporama, voilà. Je vais vous proposer un cadre d'analyse de l'œuvre d'art, à partir de choses très contemporaines, enfin qui ont quand même 40 ans, hein, c'est pas si contemporain que ça, à partir de ce qui s'est passé dans les années 1970. Ça va vous surprendre, mais vous verrez que vous pouvez très bien appliquer ce cadre d'analyse à toutes les œuvres d'art qui vous tomberont sous la main ou sous les yeux ou sous les oreilles et ainsi de suite. C'est-à-dire que à l'époque, il y a eu une sorte, dans ces années 70, on s'est mis à désarticuler l'œuvre d'art. On a essayé de l'analyser, néanmoins en faisant de l'art, et donc on va dire qu'une œuvre d'art, ce sont les choses suivantes. C'est un auteur. Pour qu'il y ait œuvre d'art, il faut qu'il y ait un auteur. Pas toujours, quelquefois vous n'aurez pas d'auteur, quelquefois vous n'avez que l'auteur, mais qu'une œuvre d'art, elle a un auteur. Que d'autre part, une œuvre d'art, elle existe quelque part. Elle existe dans un site. Alors ce site, ça peut être votre salon, vous avez quelque chose qui est accroché au mur, ça peut être l'opéra, où vous allez écouter un opéra, ça peut être le musée où vous allez voir une œuvre d'art, mais elle existe quelque part. Il y a une dimension de lieu pour l'existence de l'œuvre d'art. D'autre part, troisièmement, une œuvre d'art, c'est un concept. C'est un concept, c'est-à-dire que c'est une idée. Il faut avoir une idée pour faire une œuvre d'art, et elle n'existe que si vous avez cette idée. Hein, il y a toujours une idée, même quand on dit qu'il n'y en a pas. Hein, même quand on dit, par exemple, l'artiste, c'est un homme qui est purement inspiré, qui produit spontanément, qui produit de manière inconsciente, etc. Mais même, il y a une idée derrière.
hein. Ne serait-ce que l'idée que c'est inconscient, c'est une expression, c'est purement primitif, etc. Ça, c'est encore une idée. Et puis, une œuvre d'art, c'est un matériau. C'est un matériau, c'est-à-dire que vous avez vu que les peintures, ben, c'est de la toile avec couverte de pigments, avec des enduits, et puis des vernis, etc. Et puis il y a un cadre autour. La sculpture de Ron Muck que je vous ai montré, c'est de la résine colorée. C'est un matériau, l'œuvre d'art. Et y compris quand il n'y en a pas de matériaux. Je vous parlerai ça peut être une dimension tout à fait radicale. Et donc il y a eu, dans les années 1970, partout dans le monde, et aujourd'hui ça redevient beaucoup à la mode, il y a beaucoup d'expositions sur ces années-là, il y a eu des mouvements artistiques qui ont déconstruit les œuvres d'art. Alors d'abord, premier aspect, c'est le site. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui se sont intéressés non pas à l'œuvre d'art, mais uniquement au site. En disant, au fond, une œuvre d'art, c'est quelque chose qui est placé quelque part, et donc nous allons faire éclater cette notion de lieu pour ne considérer que le lieu lui-même comme œuvre d'art. Et ça a donné naissance à ce qu'on a appelé le land art, l'art du territoire, ou earthworks, souvent on a appelé les œuvres faites sur la terre, dans le site. On a aussi souvent parlé d'œuvres in situ, c'est-à-dire localisées sur place et qui ne sont pas transportables. Alors là, par exemple, c'est Michael Heiser, ce que je vous montre, c'est à peine lisible parce qu'il faut voir. Et en plus, c'est des œuvres d'art qui ne se voient pas, littéralement. C'est-à-dire, quand vous y êtes, vous êtes dans un site, vous êtes dans un lieu, un peu comme là, quand vous êtes sur une place de Thiers, vous êtes dans un site. Mais vous ne pouvez pas dire que vous voyez Thiers complètement. Il n'y a pas de bon point de vue. Votre vision de la ville, c'est l'ensemble du parcours que vous allez y faire. Mais là, c'est pareil. Michael Heiser avait fait creuser avec d'énormes bulldozers des grandes failles à l'intérieur de terrain dans le désert, double négative, ça s'appelle, et c'est deux tranchées immenses, hein, de plus d'1 kilomètre qui ont été faits dans la montagne et dans le désert. Earthworks. Et alors, il y a une œuvre d'art qui est très connue, de Robert Smithson, qui est de 1970. C'est la Spiral Jetty, la jetée en spirale, qui a été recouverte par la montée des eaux depuis et qui vient de réapparaître avec le réchauffement climatique. Il a fait construire à coups de camions, hein, donc ça suppose aussi qu'il y ait des financements pour ça. Il a fait construire avec des norias de camions une jetée de rochers. L'image de droite vous montre très bien, vous montre assez bien, si vous voulez, la taille, parce que c'est vu d'hélicoptère, hein, de loin. Il a fait construire une sorte de jetée en spirale avec du rocher dans un lac salé, et c'est ça. Smithson est un grand artiste américain, il a fait plein d'autres choses aussi, et c'est ce qu'on appelle une œuvre de land art. On explore la dimension environnement de l'œuvre d'art. C'est-à-dire que ce que ces artistes se disaient, au fond, on ne fait jamais attention au fait que les œuvres d'art, elles sont dans les musées, mais que le musée, c'est un lieu qui est très contraignant, finalement. Le musée est très contraignant, on ne peut pas y mettre une jetée en spirale, on ne peut pas faire des œuvres naturelles, on ne peut pas faire des œuvres qui soient périssables ou sales, par exemple. Le musée, c'est une condition très contraignante de l'existence de l'œuvre d'art. Donc nous allons faire des œuvres qui ne puissent pas être récupérées dans le musée, qui échappent à la mise en musée, à la muséification, et nous allons le mettre ailleurs. Il y a un artiste dont vous avez probablement entendu parler, c'est Christo, qui avait emballé le Pont Neuf dans le temps. Moi, j'ai eu la chance de voir le Pont Neuf à Paris entièrement emballé en tissu. Donc, inutile de vous dire que c'est des semaines de préparation. C'est une œuvre in situ dont il ne reste que les photos aujourd'hui, et puis éventuellement les bouts de tissu que les gens avaient récupérés. Donc ça, c'est la dimension site. Une œuvre d'art, elle existe quelque part. Une symphonie que vous jouez en plein air, c'est pas la même chose qu'une symphonie que vous jouez dans une très bonne acoustique, dans une très bonne salle, ou qu'une symphonie que vous jouez dans une église. C'est pas la même chose. La dimension existence du site de l'œuvre d'art. Alors ensuite, une œuvre d'art, c'est une dimension auteur. C'est un artiste qui fait l'œuvre d'art. Et alors, il y a des gens dans les années
Le fait est que c'est que pour nous, ça se traduit par le fait que c'est signé. La signature, ça compte. Si vous avez un Picasso, et puis que le Picasso est signé, c'est même tellement important, la fonction auteur de Picasso, que comme vous savez probablement, les héritiers de Picasso vendent allègrement la signature Picasso. Si demain vous vouliez ouvrir un magasin que vous appeliez Picasso, avec une signature de Picasso, vous allez avoir un procès immédiatement et vous allez le perdre immédiatement. Parce que la signature de Picasso, elle a été vendue pour la Picasso Xara, la Xara Picasso, mais vous ne pouvez pas l'utiliser comme ça. Donc c'est un auteur, c'est une marque en quelque sorte. L'auteur, les œuvres d'art ont un auteur. Et quelquefois, il y a juste la marque qui compte. Par exemple, quand vous considérez les œuvres d'art, il y en a des très bonnes, signées Picasso, et puis il y en a des modestes signées Picasso. Picasso, il travaillait jour et nuit, il dessinait jour et nuit, il peignait jour et nuit, il allait très vite, il faisait du bon et du moins bon. Et il y a des choses que les gens collectionnent juste parce que c'est signé Picasso. On dit même, peut-être vous le savez, on dit même que certains restaurateurs, quand il allait au restaurant, ne touchaient pas le chèque, parce qu'ils voulaient avoir l'autographe Picasso. C'était plus important d'avoir la signature que de toucher le chèque. Bon, ça c'est ce qu'on appelle la fonction auteur. Et donc, il y a des artistes dans les années 70 qui se sont dit, nous allons travailler que sur la fonction auteur. On ne va pas faire des œuvres d'art, on va faire juste des œuvres d'art qui se réduisent à l'artiste comme auteur. L'artiste lui-même est une œuvre d'art, et l'artiste, alors ça a été ce qu'on appelait l'art de la performance. Les performances, ça consiste non pas à faire des tableaux, ça consiste à un moment donné de dire je vais interpréter une scène plus ou moins énigmatique que j'aurais inventée, moi l'artiste, et puis ça sera ça mon œuvre. Alors évidemment, elle ne sera pas facile à commercialiser. Qu'est-ce qu'on va commercialiser? On va commercialiser des documents, des vidéos, des photos, des reliques en quelque sorte, mais l'œuvre d'art, c'est l'artiste lui-même. Ça renvoie à quelque chose qui quand même est connu, que vous pouvez peut-être voir en littérature, c'est qu'au XIXe siècle, c'est ce qu'on appelle le phénomène du dandysme. Le dandy, à partir de Baudelaire, le dandy, c'est celui qui veut faire de sa vie une œuvre d'art. C'est lui-même l'œuvre d'art, c'est sa vie qui est une œuvre d'art. Et bien là, on avait des artistes qui faisaient des performances, alors plus ou moins brutales ou violentes. Là, c'était un artiste autrichien qui s'appelait Schwarzkogler. Par exemple, il s'entourait de bandelettes, de ficelles, etc., peu genre bondage, produire une œuvre qui consiste, donc je l'ai mis dans la légende, qui consiste dans l'expérience de la performance, c'est-à-dire la peur, l'émotion, la dérision, la honte du spectateur aussi quelquefois, de voir cette chose, transformer le corps de l'artiste en support ou en œuvre. La peur, par exemple, une artiste que je vais vous montrer ensuite, Marina Abramović, que je connais bien, et quand je dirigeais l'école des Beaux-Arts, je l'avais invitée comme professeur. Marina Abramović a fait toute son œuvre en faisant des performances. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de production plastique, elle n'a pas d'œuvre. Ses œuvres, c'est ce qui est arrivé dans les musées où elle est passée. Donc, par exemple, à l'époque, elle vivait avec son mari qui s'appelait Oulay, et par exemple, un jour, la performance a consisté, ils se sont giflés jusqu'à ce quasiment que mort s'en suive. C'est le côté gauche que vous voyez. La performance, bon, pour le spectateur, c'est une expérience émotionnelle, mais c'est une expérience qui est particulièrement pas facile. Hein. Elle a fait pire. Un jour, elle s'est mise dans une pièce avec des serpents venimeux, en bougeant le moins possible, et elle est restée très longtemps. Un jour, elle a fait encore pire, elle avait avalé des barbituriques, et elle s'est couchée sur des pains de glace. Évidemment, elle s'est endormie, et les spectateurs, au bout d'un certain temps, ils sont allés la sortir parce qu'ils avaient peur qu'elle y passe, en quelque sorte, mais c'était les performances de Marina Abramović. Elle a fait aussi cette performance avec Ulay, avec l'arbalète, qui était extrêmement dangereuse, parce que, vous savez, c'est pas des arbalètes d'enfants, hein, c'est des grosses arbalètes. Si l'un des deux lâchait, or ils sont restés plusieurs heures comme ça, si l'un des deux lâchait, et surtout si lui ratait son coup, Marina Abramović était transpercée par la flèche.
De même, ils se sont mis aussi un jour dans l'entrée du musée, et tous les deux tout nus, et la performance était que le visiteur du musée devait passer entre eux. Voilà, bon, c'est ce qu'on a appelé, c'est très important, hein, ça a l'air drôle, dérisoire, mais ça peut être quelquefois extrêmement beau, extrêmement émouvant, et c'est ce qu'on a appelé le body art, hein, l'art corporel, c'est-à-dire que l'œuvre d'art, c'est l'auteur, c'est l'œuvre d'art. Alors maintenant, troisième dimension, je vous ai dit, c'est la dimension du concept, la dimension